Notre invité, c'est Jean Jouzel, le paléoclimatologue. Vous avez été vice-président du GIEC de 2002 à 2015 et c'est votre 23e COP. Vous allez y partir la semaine prochaine, donc à Belém. Vous y croyez toujours? En tout cas, vous pensez qu'il faut toujours y aller? Bonjour Laure Closier. Oui, je dirais oui, c'est c'est utile les COP. Disons, leur utilité a été démontrée. Je travaille dans ce domaine du réchauffement climatique, de l'influence de nos activités sur notre climat depuis une quarantaine d'années. Et c'est clair que, il y a une vingtaine d'années, je parlais encore d'un réchauffement qui pourrait aller vers 5 degrés. Et depuis l'accord de Paris, il y a quand même une inflexion. On parle plutôt d'un réchauffement qui pourrait être limité à 3 degrés. C'est beaucoup trop, mais c'est moins mal que les 5 degrés vers lesquels nous allions avant que des mesures ne soient prises, justement dans le cadre de ces COP et s'appuyant sur les rapports du GIEC que vous avez mentionnés. C'est bien cette dualité entre la communauté scientifique, les décideurs politiques. Alors ça fonctionne très bien dans les textes, ça fonctionne moins bien dans la réalité. Qu'est-ce que vous attendez? Il dit, Lula, ça sera une COP. Il n'y a pas d'ordre du jour officiel, de vérité, pour voir en gros qui a envie de continuer et qui ne joue pas le jeu. Oui, alors ce que j'attendrais personnellement, mais ça tient du rêve, c'est-à-dire que nous sommes dans, disons, au creux de la vague. Donald Trump a, disons, mis tout de côté, y compris la science d'ailleurs, la réalité des faits est niée. Donc quand on voit son discours aux Nations Unies, c'est vraiment n'importe quoi. Donc dans ce contexte, j'aimerais effectivement que les autres pays se lèvent et disent de façon concertée, c'est l'objectif de Lula, eh bien nous sommes là et nous allons continuer cette inscription dans la transition écologique, dans la transition climatique, dans la transition énergétique, c'est cela. Donc, et on voit bien que c'est possible. C'est possible parce que c'est ce que joue la Chine, alors c'est ce que joue moins bien l'Europe, malheureusement à mon regret. Alors justement, mettez-vous bien face au micro, qu'on vous entende bien, justement, cette Chine qui aujourd'hui se présente comme un relais sur les questions climatiques en disant, nous, la transition, on y croit, on va la faire. Comment vous voyez son action climatique? D'abord, son action climatique, je la vois comme une action économique. C'est clair que, pour moi, le développement, le dynamisme économique s'inscrira autour de la transition. Et la Chine, depuis une vingtaine d'années, parie sur le renouvelable, alors un peu moins sur le nucléaire, mais surtout sur le renouvelable, parce que d'ailleurs, en interne, effectivement, la progression du renouvelable est remarquable, de l'éolien, du solaire, et puis ça leur permet aussi des débouchés commerciaux extrêmement importants. Ce sont les rois des panneaux solaires, enfin moins peut-être sur les éoliennes, mais disons il y a ce dynamisme économique qui s'est construit autour de la transition, un dynamisme aussi dans la communauté scientifique, ils sont vraiment très présents, et donc je crois que c'est bien joué de la part de la Chine. Alors évidemment, ce n'est pas une démocratie, c'est un regret, mais c'est un exemple, c'est ce qu'il faudrait faire, s'engouffrer dans la transition énergétique en premier lieu, d'ailleurs, ce que ne fait moins bien l'Europe, me semble-t-il. Quel impact vous avez vu dans la communauté scientifique, justement, du discours de Trump? Qu'est-ce que ça dit dans vos collègues paléoclimatologues, par exemple? Les climatologues, notre communauté, on est vraiment extrêmement déçus. Enfin, moi, ça m'interroge. Ce n'est pas que la science du climat qui est remise en cause, c'est vrai aussi pour les spécialistes de la santé, c'est globalement, disons, les fake news. Voilà, donc, mais je crois qu'on relève la tête. Le rapport du GIEC, le 7e rapport du GIEC est en cours de rédaction sur ville et climat, par exemple. Donc, je crois qu'il faut continuer à témoigner. C'est ce que je viens faire ici, de la réalité du réchauffement climatique. Nous sommes vraiment au pied du mur. On décide au cours des 15 prochaines années du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. C'est bien ça qu'il faut voir. Je veux dire, ce n'est pas un jeu. Ce sont vraiment des conséquences du réchauffement climatique qui seront là, qui sont déjà là, mais de façon perceptible, mais elles seront encore beaucoup plus dangereuses dans la deuxième partie de ce siècle, c'est très clair. Justement, quand on voit qu'on n'arrivera pas à tenir la barre des 1,5, que le réchauffement est déjà là, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à s'adapter, que toutes les questions d'évolution sont impossibles? Il faut absolument s'adapter, mais s'adapter n'est possible que si on limite le réchauffement climatique. C'est le message principal de notre communauté scientifique, justement, du rapport qui a été fait sur ce que serait notre climat à 1,5 degré, eh bien, 1/10 de degré, ça compte. Ce serait beaucoup plus facile, ce serait idéal de pouvoir s'adapter à un réchauffement limité à 1,5 degré. Ce serait possible jusqu'à 2 degrés, c'est l'idée de l'accord de Paris, mais au-delà, vraiment, plus on s'en éloigne, plus ça deviendra difficile. Et à 3 degrés, ça deviendra très difficile, voire impossible dans certaines régions qui deviendront, au sens réel du terme, invivables. C'est-à-dire que dans certaines régions, les températures, l'humidité seront telles que on ne pourra pas avoir
on ne pourra pas travailler dehors, on ne pourra pas avoir d'activité extérieure, faire de sport, ça devient vraiment invivable. Et ça, c'est toute la ceinture équatoriale tropicale qui risque d'être affectée dans ce sens-là à plus 3 degrés. Donc oui, il faut tout faire et c'est l'objectif de Belém, effectivement. C'est de remettre, on a des engagements à Paris, il y a 10 ans, les engagements ont été pris, c'était très bien construit, cet accord de Paris, avec, on en est aux 3e étape maintenant de propositions d'engagement, avec l'idée qu'il ne faut pas, qu'il faut toujours progresser dans les engagements. Ça se fait. Les engagements ont été faits par de nombreux pays, d'ailleurs par les États-Unis aussi, puisqu'il y a toujours les engagements de Joe Biden, mais bien sûr, ils seront caducs dans quelques semaines, puisque les États-Unis vont vraiment quitter cet accord climat. Donc il y a des engagements qui ne sont pas suffisamment ambitieux, mais qui sont quand même là. Et c'est, disons, mieux que rien, je crois. Cette convention climat peut être très utile, mais surtout, il y a un esprit de corps qui se crée avec... il faut vraiment, je dirais, c'est pas sauver l'humanité, mais prendre ce problème au sérieux. Et la seule façon de le prendre, c'est avec une solidarité internationale. Et c'est un des lieux où on peut peut-être la retrouver, cette solidarité internationale, la Convention climat. C'est clair, parce qu'on est tous autour du même problème. Tout le monde est affecté différemment d'un pays à l'autre, mais il faut vraiment tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Vous disiez à un moment donné, on ne pourra pas s'adapter. Bill Gates, lui, a dit qu'il croyait que l'innovation allait pouvoir justement trouver suffisamment de solutions pour ne pas conduire à l'extinction de l'humanité. C'est ce qu'a fait dire à Donald Trump qu'il l'avait rejoint. Ce qui est faux, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais en tout cas, il croit en l'innovation et en notre capacité à pouvoir trouver des solutions. Oui, alors d'abord, nous n'avons jamais dit, disons, Bill Gates nous attribue des paroles qui ne sont pas les nôtres. Je n'ai jamais parlé d'extinction de l'humanité, en tout cas pour ce qui me concerne. J'ai parlé quelquefois d'un autre monde, de conditions difficiles. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, c'est absolument faux dire on va d'abord traiter la pauvreté et ensuite le réchauffement climatique. La première conséquence du réchauffement climatique, c'est justement l'accroissement des inégalités. Les pays pauvres vont devenir de plus en plus pauvres, y compris les populations les plus modestes, y compris en France, vont être beaucoup plus affectées. Et ensuite, bien sûr qu'il faut innover. Ça, je suis complètement d'accord avec Bill Gates, mais les innovations, pour ce qui nous concerne, n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans une dynamique de transition énergétique et de transition climatique, de transition environnementale. Si elles y contribuent, oui, mais beaucoup des innovations actuelles n'y contribuent pas. Quand on peut parler du numérique, de l'intelligence artificielle, ça pose plutôt des questions en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut se poser les questions. D'ailleurs disons, cette communauté se pose. Mais voilà, donc l'innovation n'a de sens que si elle contribue à cet objectif de neutralité carbone qu'il faut vraiment atteindre le plus rapidement possible. Il ne faut pas rêver, ce ne sera pas en 2050, mais vraiment, il faudrait qu'au milieu de ce siècle, nous atteignions cette neutralité carbone qu'on appelle tous nos voeux. Et là, l'innovation peut aider, effectivement. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.